est-ce que راك تسمعي فيا؟ Allô? En matière de triage des urgences, en principe, on utilise les critères de Vittel. On va les voir après, afin de quantifier le traumatisme comme traumatisme grave, moyen ou anodin, bien sûr, pour qui ne nécessite pas de prise en charge. On va rechercher les lésions multifocales. La prise en charge, bien sûr, elle est multidisciplinaire entre radiologie, chirurgie générale, orthopédie et autres. Et bien sûr, pour la gestion des examens, on va voir après. Les critères du Vittel, ils sont basés sur la variabilité physiologique, c'est le score de Glasgow surtout, la pression artérielle et tout, les éléments de la cinétique, parce que la cinétique de traumatisme, elle est très importante. OK? Comme l'éjection d'un véhicule, la vitesse du véhicule après, au moment de l'accident et tout, elle est très importante. Les lésions anatomiques, l'examen clinique superficiel, on recherche les ecchymoses, les fractures ouvertes et les hémorragies visibles, extériorisées. Réanimation et préhospitalisation, comme la ventilation assistée, s'il vient avec une détresse respiratoire et tout. Et bien sûr, le terrain, comme le terrain, avec surtout chez les personnes âgées, les insuffisances cardiaques, les insuffisances respiratoires, et les grossesses, ils sont pris vraiment à part. Dans notre cours, on va parler des urgences traumatiques abdominales. Du coup, les urgences vitales ne seront pas traitées, comme les hémorragies extradigestives, à savoir les hématomes cérébrales et péricérébrales. Et comme ici, on a l'image d'un hématome extradural à gauche, et à droite, on a une dissection de l'aorte thoracique. On doit rechercher les lésions abdominales, les hémorragies actives et les perforations digestives surtout, mais on va voir ça après, afin de poser les indications thérapeutiques, à savoir est-ce qu'on doit faire une chirurgie, l'embolisation, bon, on va voir après, ou rien faire et indiquer une surveillance. Les examens, c'est les examens radiologiques qu'on peut faire. En premier, c'est l'ASP. Il n'est pas vraiment indiqué parce qu'il ne donne pas beaucoup d'informations, sauf dans deux cas qui sont à droite. On a un épanchement intrapéritonéal, mais on ne le voit que s'il est de grande abondance, bien sûr, avec le refoulement des anses digestifs, des clartés digestives. Donc, on les voit refouler vers la partie moyenne. Mais ce n'est pas vraiment indiqué ou fiable. Et à gauche, on a un pneumopéritoine. Le pneumopéritoine, c'est sur un téléthorax, sur un ASP. On voit un croissant gazeux à droite. Parce qu'à gauche, il y a la clarté gastrique, qui est normale, la poche gastrique. C'est une image normale à gauche, mais à droite, en projection dans l'espace entre le foie et le diaphragme, c'est un espace virtuel à l'état normal. Si on trouve de l'air, ça veut dire qu'il y a un pneumopéritoine. Le pneumopéritoine, c'est synonyme d'une perforation d'un organe creux. OK? L'examen de première intention, c'est l'échographie abdominale, afin de rechercher premièrement un épanchement intrapéritonéal et le quantifier. Comment le quantifier? Il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus utilisée, c'est de rechercher le liquide au niveau des espaces virtuels intrapéritonéaux. Ça veut dire les espaces comme l'espace de Morrison. L'espace de Morrison, c'est l'espace compris entre le foie et le rein droit. OK? Cul-de-sac de Douglas, c'est les cul-de-sac au niveau de la région pelvienne. Périsplénique, c'est la région qui entoure la rate. Les gouttières pariétocoliques, de part et d'autre, à droite et à gauche. Et en interance. Interance, c'est entre les onces gréliques. Et chaque espace, il est noté à 1.
OK? Ensuite, si on trouve trois espaces qui sont comblés, on va parler d'un score à 3. À 3, ça veut dire qu'il est supérieur à 1 litre de liquide en intrapéritonéal. C'est un épanchement de grande abondance. Inférieur à 3, c'est entre petit et moyenne abondance. Ensuite, on doit qualifier ce liquide intrapéritonéal. Est-ce que c'est un liquide qui est clair, ça veut dire qu'il est séreux, ou écogène, écogène, ça veut dire que c'est du sang, ou il y a des artefacts aériques, ça veut dire qu'il y a une perforation d'un organe creux. C'est pour ça que l'échographie, c'est l'examen de première intention qui donne vraiment beaucoup d'informations. Ensuite, on va rechercher des lésions d'organes pleins, ça veut dire foie, rate, rein. On doit rechercher des plages en hyper ou hypoécogènes ou des collections sous-capsulaires, ça veut dire des hématomes sous-capsulaires péri-hépatiques ou périspléniques ou péri-rénales. Mais l'avantage de l'échographie, c'est qu'elle est accessible, elle est rapide, ok? On n'a pas de perte de temps, mais elle sous-estime les lésions. Du coup, l'examen qui va vraiment donner une cartographie des lésions intra-abdominales, c'est le scanner avec injection de produit de contraste, qui peut vraiment visualiser les petits hématomes et les hémorragies actives aux phases artérielles et veineuses. Du coup, le protocole de réalisation du scanner, c'est un scanner abdominopelvien avec injection de produit de contraste intraveineux, avec des acquisitions au temps artériel, temps portal et temps sécrétoire rénal à 10 minutes après l'injection. Si le malade a une sonde urinaire, on doit la clamper, bien sûr. Après ces trois examens, surtout échographie et scanner, l'intérêt, c'est de rechercher les éléments élémentaires, les éléments à connaître, ou l'examen ou le concours de résidana, les QCM, s'ils tombent par rapport à ça, ils vont tomber sur ces éléments, sur ces lésions élémentaires. Ces lésions élémentaires sont l'hémopéritoine, c'est l'épanchement intrapéritonéal hématique, les contusions, lacérations, fractures et hématomes des organes pleins, perforation digestive, hémorragie active et le choc hypovolimique. On doit parler de la sémiologie de ces éléments, de ces lésions élémentaires. On va commencer par l'hémopéritoine. C'est un épanchement intrapéritonéal hématique, bien sûr. Sur le scanner, sa densité spontanée est supérieure, égale ou supérieure à 45 unités en suite. L'unité en suite, c'est l'unité de mesure de la densité, okay, au scanner. On doit parler de siège. On doit rechercher un caillou sentinelle. Ça veut dire qu'on doit, si on trouve un épanchement qui n'est pas écogène, qui n'est pas dense, ça veut dire blanc au scanner, mais on peut voir des cailloux sentinelles. C'est des cailloux sanguins qui se baladent avec l'épanchement hypodense. On doit quantifier l'hémopéritoine. Qui m'a donné l'échographie, on peut le faire au scanner, quantifier en trois stades ou la 3 grades. Mineur, c'est entre 100 et 250 millilitres, ça veut dire que c'est un épanchement de petite abondance. Modéré, c'est l'épanchement de moyenne abondance, entre 250 et 500 millilitres, et de grande abondance supérieure à 500 millilitres, avec comblement de tous les récessus, à tous les shfnahum, la première partie. Si on trouve un épanchement intrapéritonéal inférieur à 20, voilà, non. Bon. Si on trouve un épanchement inférieur à 20 unités en filtre, on doit le qualifier de non hémorragique. Ça veut dire que c'est soit de l'urine, soit un liquide digestif. L'hyperdensité, elle
Il faut savoir que l'hyperdensité d'un épanchement hématique, elle est effacée après injection de produits de contraste. De coup, l'hémopéritoine, il est recherché sur les scanners sans injection de produits de contraste. OK? Ensuite, la deuxième lésion élémentaire, c'est les hématomes, c'est les collections sanguines hyperdenses sur les scanners sans injection de produits de contraste qui deviennent hypodenses après injection de produits de contraste. C'est soit des collections hématiques intra-parenchymateux, comme ici sur l'image de droite avec cet hématome intra-hépatique. Vous voyez bien que avec la flèche verte, il est hyperdense, dense, ça veut dire blanc, sur le scanner sans injection de produit de contraste, mais quand on injecte de produit de contraste, ça devient hypodense. Il y a aussi l'hématome sous-capsulaire, comme ici, sur l'image de gauche, avec la flèche orange, cet hématome périsplénique, okay, avec une lacération parenchymateuse. Même chose, sur le scanner SPC, où son produit, il est hypo, après injection, il est hyper, après injection, la densité, elle, diminue. Les contusions, c'est les lésions produites par pression. Il est hypodense avant et après injection de produits de contraste. C'est les contusions des organes pleins, foie et rate et rein, comme ici sur l'image avec les flèches vertes. Les lacérations, c'est des traits hypodenses après injection de produits de contraste. Elle est peu profonde, okay, inférieure à 3 cm, superficielle ou profonde par rapport à l'organe. C'est soit sous-capsulaire, soit à l'intérieur vraiment de l'organe. C'est ça la différence. Il faut bien se concentrer sur la caractérisation. C'est la lacération, c'est des traits hypodenses peu profonds, inférieurs à 3 cm. OK? Ensuite, les lacérations, les fractures. Les fractures, c'est des traits de fracture, on a des traits hypodenses qui sont profonds, supérieurs à 3 cm. C'est ça la différence entre lacération et fracture, qui peut être simple, un seul trait, soit complexe, plusieurs traits. Ensuite, la perforation digestive, c'est de rechercher de l'air extra-digestif en intrapéritonéal ou en rétropéritonéal. Signe associé, on peut rechercher un épaississement de la paroi digestive ou des infiltrations de la graisse mésentérique. Ça, c'est les lésions des organes creux intra-abdominaux. Avec un pneumopéritoine, bien sûr, c'est de l'air extra-digestif. OK? On peut avoir des ruptures de l'air en rétropéritonéal. Les organes rétropéritonéales, c'est le duodénum, c'est les reins, okay? C'est une partie du rectum, et c'est le duodénum. Si on trouve de l'air en extra ou en rétropéritonéal, ça veut dire qu'on a une rupture duodénale. OK? L'hémorragie active, c'est l'extravasation, ou là, l'extravasation, ça veut dire qu'il y a une sortie de produit de contraste. C'est un signe très grave, car ça note une lésion artérielle ou veineuse. OK? Comme ici, sur cette image, avec la flèche verte, on a une collection, la hématome, qui est hypodense, centrée par une image hyperdense, ça veut dire qu'il y a un saignement actif. Il y a une hémorragie active au moment du scanner. On doit la localiser afin de guider la chirurgie ou l'embolisation. Comme ici sur l'image de gauche avec la flèche rouge, on a une extravasation de produit de contraste. On regarde de île splénique, c'est-à-dire qu'il y a une lésion vasculaire hilaire splénique. Ici, cette image, c'est une image d'une angiographie splénique avec le blush. Le blush, c'est avec la plage noire au niveau du parenchyme splénique. Ça veut dire qu'il y a une hémorragie active, il y a une lésion artérielle. On peut l'emboliser avec de la radiologie interventionnelle qui n'est pas vraiment disponible en Algérie. Ici, un autre exemple avec une artère fémorale.
Le choc hypovolimique, après un saignement important, les signes scanographiques d'un choc hypovolimique, c'est une petite aorte. L'aorte, elle va diminuer de calibre. Le spasme des artères viscérales, les artères viscérales aussi, hein, ils vont diminuer de calibre. Une rate qui n'est pas rehaussée. Une veine cave inférieure plate qui va s'aplatir. Un intestin grêle de choc, ça veut dire que le rehaussement pariétal il est intense, avec un rehaussement des surrénales. C'est ça les signes scanographiques d'un choc hypovolimique. Petite aorte, spasme des artères viscérales, rate peu ou pas rehaussée, veine cave inférieure plate, rehaussement pariétal des intestins et rehaussement important des surrénales. C'est ça les éléments, les lésions élémentaires. Ok, choc hypovolimique, les hémorragies actives, les hématomes et les lésions, les lésions, lacérations et contusions et les perforations. Ensuite, on va classifier ces lésions selon chaque organe. La classification la plus utilisée, c'est les AAST. Okay, c'est une classification américaine des traumatismes abdominaux, des organes pleins intra-abdominaux. On va commencer par la rate, c'est l'organe le plus souvent touché. Okay. Dans la majorité des cas, on préconise un traitement conservateur, mais c'est la splénectomie, hein, c'est la splénectomie après une lésion splénique. Mais c'est selon la classification. La classification avec des grades, le grade 1, on va trouver au scanner, bien sûr, c'est une classification scanographique. Grade 1, lacération superficielle, inférieure à 1 cm au hématome sous-capsulaire. Le grade de rupture capsulaire, aux plaies superficielles inférieures à 1 cm. Grade 3, plaie profonde, supérieure à 1 cm, sans atteinte de île vasculaire. Le 4, plaie atteignant le île. Et le 5, fragmentation splénique. Ça veut dire qu'il y a un éclatement de la rate. OK? Les lésions spléniques, on doit rechercher un saignement actif, atteinte de île et les lésions de pédicule vasculaire. La prise en charge, à partir de grade 4, le 4 et le 5, le traitement, c'est une splénectomie. Les grades 1, 2, 3, la surveillance. Les lésions hépatiques, c'est le deuxième organe le plus souvent atteint. Traitement soit conservateur, embolisation ou chirurgie. La classification la plus utilisée, c'est Mervis. Grade 1, avulsion capsulaire, fracture superficielle. Fracture superficielle inférieure à 1 cm, c'est la définition d'une lacération. Okay? Ou hématome sous-capsulaire, inférieur à 1 cm d'épaisseur, infiltration périportale. La 2, fracture de 1 à 3 cm de profondeur. La 3, c'est une fracture supérieure à 3 cm avec hématome central ou sous-capsulaire supérieur à 3 cm. Hématome sous-capsulaire ou central supérieur à 10 cm. Et le 5, c'est la destruction tissulaire ou dévascularisation des deux lobes. Ça veut dire qu'il y a une lésion hilaire, hépatique. Ici, on a un exemple d'un hématome sous-capsulaire avec une lacération parenchymateuse, okay, avec un important risque de rupture. Rupture capsulaire, bien sûr. Hein. Un autre exemple avec une importante fracture qui est étendue de île à la capsule avec un risque de lésion biliaire. Ça, c'est une lésion qui est classée 4, avec lazim une prise en charge chirurgicale. Les lésions vasculaires avec les hémorragies actives, associées à un risque de lésion de la veine porte, qui est vraiment rare, mais elle est très grave. Les lésions pancréatiques, c'est rare parce que c'est un organe rétropéritonéal
باش يلحق le traumatisme, لازم vraiment un traumatisme très important. Et généralement, les lésions pancréatiques, ils sont associés ou accompagnés de lésions rachidiennes. Okay? Parce que c'est en postérieur. Et ça touche fréquemment les sujets maigres et les enfants avec des traumatismes graves. La classification, ça va de la contusion ou lacération avec le Wirsung. Le canal de Wirsung, c'est le canal pancréatique biliaire. Okay? Les deux, le grade de lacération ou section complète de corps de la queue, sans atteinte de dédenome. Le 3, section complète de la tête. Et le 4, qui est divisé en deux. Le A, atteinte duodéno-pancréatique, atteinte pancréas limitée. Atteinte duodéno-pancréatique avec atteinte pancréas sévère. C'est le carrefour pancréatico-duodénal qui est touché sur les grades les plus graves. On peut avoir des fractures, atteintes duodénales et les lésions de Wirsung. Okay? Sur l'image de droite avec la flèche orange, on a une section de corps de pancréas avec un épanchement important qui peut être en rapport avec une lésion de Wirsung. Okay? Les lésions intestino-mésentériques, par choc direct, décélération, augmentation de la pression intraluminale. On peut avoir des lésions de mésentère, ischémie digestive secondaire ou perforation digestive. Diagnostic difficile, souvent retardé, car avec un risque accru de complications septiques, avec une importante mortalité. Okay? C'est des lésions vraiment rares, le traumatisme et les lésions de mésentère, mais les conséquences, ils sont très graves. Le pneumopéritoine avec perforation d'un organe creux, on va trouver de l'air en extra-digestif, et bien sûr les hémorragies actives avec des lésions vasculaires artérielles ou veineuses. C'est pour ça qu'on fait un scanner triphasique, ça veut dire qu'on a des acquisitions au temps artériel, une acquisition au temps veineux et portal. Ensuite, les lésions coliques avec les hématomes pariétales de la paroi colique, les lésions rétropéritonéales avec les hématomes rétropéritonéales associés à des lésions hépatiques. Comme ici, la flèche, c'est un hématome surrénalien. C'est vraiment rare aussi. Ensuite, on a les lésions du système urinaire. Les traumas rénaux sont mineurs, le plus souvent mineurs. Le traitement, c'est soit conservateur, embolisation ou la mise en place d'une sonde GJ afin de préserver le rein, selon le grade lésionnel. Avec un grade 1, contusion, hématome, lacération, sans effraction capsulaire et sans atteinte des voies excrétrices. Le grade 2, lacération parenchymateuse, atteinte d'un groupe caliciel, sans lésion capsulaire, lacération parenchymateuse, sans atteinte des voies excrétrices. Vous remarquez que les grades les moins graves, c'est les grades où il n'y a pas de lésion des voies excrétrices urinaires, ça veut dire le pyélon et l'urétère. Grade 3, lacération parenchymateuse avec atteinte des voies excrétrices et effraction capsulaire. Lacération rénale multiple, fracture, éclatement, c'est une lésion vraiment grave. Et le 4, lésion vasculaire pédiculaire avec une hémorragie active de pédicule rénale avec atteinte de la veine ou de l'artère rénale. Ensuite, on a les lésions du système urinaire excrétoire, rupture capsulaire avec extravasation du produit de contraste au temps excrétoire. Ça veut dire que le produit de contraste, il est dans l'urine. On a une extravasation au temps excrétoire. Ça veut dire qu'il y a une lésion des voies urinaires. Lésion de l'appareil excréteur, jonction pylo-calicielle. Cette image avec cette coupe scanographique au temps excrétoire qui m'appelle que le produit de contraste il est dans l'urine. Si on trouve une extravasation, ça veut dire que l'urine elle sort en rétropéritonéal, ça veut dire qu'il y a une lésion de pyélon ou des calices ou de l'urtère.
Comme ici, cette image avec cette collection en bas à gauche, cette collection péri-rénale, autant excrétoire, elle est blanche parce que c'est des produits de contraste qui sortent. C'est de l'urine, c'est un urinome qui est périrénal avec une lésion pyélique probable. On a les atteintes vasculaires du système urinaire, rupture de pédicule vasculaire et dissection artérielle. Bien sûr, sans oublier la vessie, les lésions vésicales avec rupture sous-péritoniale, fracture, elle est dans presque 90% accompagnée d'une fracture du bassin. La vessie, elle est vide, anomalie péritoniale. Traitement conservateur, ça veut dire qu'on pose une sonde urinaire et on surveille le patient. Voilà les lésions élémentaires. En conclusion, on doit faire un examen. L'examen de choix de première intention, c'est l'échographie abdominale parce qu'elle est rapide et donne beaucoup d'informations, mais elle sous-estime les lésions. Okay? L'examen de choix pour une cartographie complète des lésions, c'est les TDM abdominaux pelviens avec injection de produits de contraste, autant artériel et autant portal et autant sécrétoire rénal. OK? On doit savoir décrire clairement les différentes lésions et les classer afin de bien indiquer la prise en charge thérapeutique. Sans oublier les lésions intestinales-mésentériques qui sont vraiment des lésions insidieuses et très graves si on passe à côté. Et ça, c'est un algorithme de prise en charge d'indication des examens et de la prise en charge. Voilà. Je vais vous envoyer le cours d'ailleurs. vous تقراوه وإن شاء الله تنجحوا كاع. هذه هي. Si vous avez des questions, je suis là. كاين des questions في les messages, docteur. Ah, ok. J'ai pas vu. Attends, je vais voir. Bon, les messages. Je ne trouve pas de... Voilà. Ah, ok. C'est bon. Bon, la question de c'est Malik. Pourquoi hypodonce après injection d'atteinte de la rate? Bon, la densité d'un hématome, il est spontanément hyperdense sur les scanners sans injection de produits de contraste parce que le scanner, c'est un examen qui est basé sur la différence de contraste. Okay? Sans injection de produits de contraste, le parenchyme de splénique ou hépatique, il est noir. Il est noir, il n'est pas rehaussé. Mais dès qu'il se rehausse, la différence entre le parenchyme qui est rehaussé et l'hématome, le parenchyme il est plus blanc. C'est pour ça
que l'hématome est ben hypodense, mais sa densité, elle ne change pas. OK? J'espère que j'ai répondu. L'hématome donc sont coagulés, donc il n'y aura pas un rehaussement, je pense. L'hématome ne se rehausse pas. OK? L'hématome ne se rehausse pas. Il n'y a pas de rehaussement à l'hématome. L'hématome, il est spontanément hyperdense. Surtout les coupes ou là, même avec injection, il ne se rehausse pas. S'il se rehausse, ce n'est pas un hématome, c'est une tumeur. Docteur, s'il vous plaît, comment avoir le produit de contraste dans les urines? شوفي مدام فايزة راكم تسمعوا فيا يا اخي مانيش نهضر وحدي. Oui, docteur, on vous entend. Ok. La question de Faisal. Comment avoir le produit de contraste dans les urines? Chauffez. Le scanner injecté, c'est quoi le principe d'une injection de produit de contraste? On injecte le produit de contraste par voie intraveineuse. Ok? Le produit de contraste, il va cheminer le sang veineux. Ok? Bada le sang veineux. Où il rentre la veine cave supérieure. Ok? On bada il rentre dans la circulation cardiaque. Ok? بعد منين يخرج انتوما قولوا لي الو لا كليرونس رينال وي نو انا نهضروا على لو برودوي دو كونتراست كي نديروا انجيكسيون انترافينوز بعد لو سون فينو يروح جينيرالمون اون انجكت في لو برا غوش ولا دروا اوكي بعد لو سون فينو يروح في لا فين كاف سوبيريور لا فين كاف سوبيريور وين تدخل le cœur Le cœur droit. le cœur l'oreillette droite ok. Même la veine cave inférieure, elle rentre dans l'oreillette droite. Dans l'oreillette droite, le sang va partir avec le produit de contraste, le ventricule droit. Le ventricule droit, il y les veines pulmonaires, les artères pulmonaires. Dans le sang avec le produit de contraste, il va partir. C'est pour ça que dans le moment où on dit un scanner, on va voir les artères pulmonaires pour rechercher une embolie pulmonaire, par exemple. Ensuite, le sang, avec le produit de contraste, il va rentrer le poumon, il va être oxygéné, et les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, ventricule gauche, on va faire l'aorte. L'aorte, quand on dit une acquisition, dans le moment, on va voir un rehaussement à l'aorte. Ensuite, le produit de contraste, il va cheminer l'aorte, les artères viscérales, vers les organes, rein, on chauffe un rehaussement parenchymateux de les organes. Ok? On va dire le sang avec le produit de contraste, il va ressortir des organes vers la circulation veineuse. Ok? Ben, il va être filtré par les reins. Quand il va être filtré les reins avec le produit de contraste, le produit de contraste il est filtré par les glomérules rénales. Il va se retrouver l'urine. Du coup, les urines ils vont se rehausser parce que ont le produit de contraste. Ok? C'est pour ça on déroule une acquisition tardive à 15 minutes pour voir le produit de contraste sur les urines. Voilà. Normalement, j'ai répondu, mais elle n'a pas dit. Pour la perforation, on aura un épaississement de la paroi et infiltration de la graisse mésentérique. C'est la graisse mésentérique. C'est l'épiplan, le grand épiplan. Pourquoi atteinte pleurale et hypodonce après injection? On a répondu déjà. L'écofaste, elle fait partie des gestes primaires devant un polytrauma ou bien on réanime avant. C'est parce que la réanimation, s'il est en état de choc, au moment de l'accident, avec le SAMU et tout, en état de choc, c'est sûr qu'on commence par la réanimation, intubation et tout. OK? Mais l'échographie, c'est pas un geste thérapeutique, c'est pour stadifier ou là pour rechercher les lésions.
C'est sûr qu'on commence par la réanimation. L'examen le plus fiable pour la détection d'un épanchement intrapéritonéal, c'est l'échographie ou scanner avec injection de produit de contraste. C'est l'échographie. L'échographie, elle peut vraiment trouver donc les lames liquidiennes. Mais le scanner, mais l'examen de choix pour rechercher l'épanchement intrapéritonéal, c'est l'échographie. La redistribution de la circulation de l'ordre du choc. Non, je fais le rehaussement de quoi? Sarah Ben Zamia. Rehaussement, non rehaussement, c'est par rapport à la redistribution de la circulation lors du choc. Ce n'est pas une redistribution, c'est le rehaussement à l'état normal. Chez les personnes normaux, on a un rehaussement, le parenchyme hépatique ou la rate. Si on n'a pas de rehaussement, c'est un problème car normalement, le produit de contraste, il est cheminé vers le parenchyme par les artères. Si on n'a pas de rehaussement d'un parenchyme, ça veut dire que le sang n'arrive pas. Du coup, on doit suspecter une lésion artérielle, hilaire. S'il vous plaît, un aspect anéchogène entre le foie et le rein et au niveau de cul-de-sac de Douglas nous oriente vers l'hémopéritoine. Un aspect anéchogène entre le foie et le rein. Entre le foie et le rein, c'est l'espace de Morisson. Au cul-de-sac de Douglas, c'est la région pelvienne. Si on a un aspect anéchogène, c'est un épanchement. C'est un épanchement. Mais si l'épanchement il est anéchogène, vraiment noir, ce n'est pas un hémopéritoine. C'est un épanchement soit séreux, soit un exudant. OK? Mais dans une situation d'un polytraumatisé, un épanchement, c'est un hémopéritoine jusqu'à preuve de contraire. OK? Oui, Jack, consultation, j'ai une douleur abdominale, ou des l'autre un épanchement, c'est pas un hémopéritoine. C'est soit une tuberculose, soit une acide, un exudat d'une insuffisance, par exemple, rénale ou l'insuffisance cardiaque. C'est selon, la réponse, c'est selon le contexte. OK? Est-ce qu'on doit apprendre tous les détails de ce cours? Bon, il faut pas apprendre par cœur. Si on peut apprendre par cœur, ça serait bien. Mais je pense que avec le concours de résident, vous avez beaucoup de modules à réviser, à apprendre. Ce qui fait, le plus important, c'est de savoir que l'ASP, par exemple, ce n'est pas un examen fiable. On peut le faire, mais ce n'est pas un examen fiable. L'examen le plus important, qu'on commence avec, c'est l'échographie. Mais l'examen de choix pour quantifier ou stadifier les lésions, c'est le scanner avec injection de produit de contraste. Ça, c'est le plus important à connaître. Ensuite, il faut apprendre les lésions élémentaires. Il faut les connaître. OK? Les classifications, ce n'est pas vraiment important. Les classifications ce n'est pas vraiment important. Mais le plus important, c'est les lésions élémentaires. C'est tout. Pour les traumatiser, on lui demande des thoraco-abdominaux pelviens avec ou sans injection. هي شوف محمد 5e. Les pays développés, toujours en Afrique, mais la littérature, la théorie dit qu'on doit faire un scanner thoraco-abdominopelvien avec injection de produit de contraste. OK? Ça, c'est sûr. Mais en Algérie, on ne peut pas le faire parce que déjà, la garde, il n'y a pas beaucoup de radiologues, il n'y a pas l'injection, il n'y a pas que ça. Du coup, on se base plus sur l'échographie. Des fois, on fait un scanner SPC, sans produit de contraste. Mais théoriquement, on doit faire un TAP avec injection de produit de contraste après l'échographie FAST. OK? Parce que si on fait l'échographie abdominale,
on ne trouve rien. Ni épanchement, ni lésion d'organes, ni rien. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment urgent de faire le scanner. OK? Pour l'acide cloisonné, quel est l'examen du choix entre l'écho et la TDM abdominale? C'est l'échographie. Chauffez. Rose, pour tous les acides, l'acide, l'examen de choix, c'est l'échographie. Parce que, par exemple, les cloisons, on ne peut pas les voir au scanner. OK? Pour le diagnostic de l'acide, c'est l'échographie. Mais pour la recherche étiologique, c'est le scanner. Et pour l'exploration, c'est le scanner. Pour rechercher la cause de l'acide, c'est le scanner. Mais pour le diagnostic de l'acide en elle-même, c'est l'échographie. Est-ce qu'une pancréatite contre-indique l'injection de produits de contraste? Jamais. La pancréatite ne contre-indique pas. Au contraire, l'examen, le protocole de prise en charge d'une pancréatite, ok? On a une douleur abdominale en barre et tout, avec avec projection dorsale de la douleur. Ok, on suspecte une pancréatite. On fait quoi? On fait la lipasémie. C'est le premier examen où il a demandé, c'est la lipasémie. La lipasémie, si elle est élevée. La lipasémie, si elle est élevée, ça veut dire qu'il y a une pancréatite. On a le diagnostic d'une pancréatite aiguë. Ok? La lipasémie élevée, ça veut dire qu'il y a une pancréatite aiguë. Ensuite, pour la stadifier, pour stadifier la pancréatite, donc les stades de Balthazar, on doit faire un scanner avec injection de produit de contraste pour la stadifier de A jusqu'à E. Le A, c'est une imagerie normale. C'est un pancréas au scanner. C'est un pancréas normal avec une lipasémie élevée. Ça veut dire qu'il y a une pancréatite, mais sans lésion pancréatique. Le stade B, c'est une tuméfaction du pancréas avec perte de l'ovulation graisseuse. Le stade C, on a une tuméfaction du parenchyme pancréatique, perte de l'ovulation, avec infiltration inflammatoire de la graisse péripancréatique. Le stade D, on a une seule coulée nécrotique. Le stade E, on a 2 ou plus de coulées nécrotiques, 2 ou 3 ou 4 de coulées nécrotiques. C'est ça les stades. Et il faut faire un scanner avec injection de produit de contraste. Généralement, on demande ça 48 à 72 heures après le début de la symptomatologie. Sur quels critères on juge qu'un hémopéritoine est libre? L'hémopéritoine est pratiquement toujours libre. Hein. OK? Mais l'acide, elle peut être enquistée. Enquistée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi libre? Libre, ça veut dire qu'il, au moment du scanner, le patient il est allongé. OK? Allongé. Le liquide, il passe vers les côtés. OK? Les gouttières qui sont remplies, le cul-de-sac Douglas et en périhépatique. OK? C'est ça libre. Mais s'il est allongé, on a un seul côté, qu'elle l'acide, ça veut dire qu'elle est cloisonnée, ou là qu'elle est enquistée. Mais un hémopéritoine, il est toujours libre, hein, parce que l'installation, elle est aiguë. Enceinte avec suspicion d'embolie pulmonaire, on peut faire angioscanner ou selon quel trimestre. Il y a généralement les rayons, ils sont tératogènes le premier trimestre. OK? Ça veut dire que si elle est enceinte au 3e trimestre, on peut dire le scanner. Mais le problème de l'embolie pulmonaire chez la femme enceinte, c'est un problème majeur car on doit peser le pour et le contre. OK? Est-ce que لازم نديرو le scanner. لازم نديرو le scanner. Sinon la femme elle va mourir ou là. Dans ce cas, on va pas réfléchir à l'effet de les rayons ou de l'injection. OK? C'est ça, c'est toujours identique. Vous êtes le médecin traitant gynécologue, c'est à vous de juger.
le pour et le contre. OK? Parce que les complications après injection de produit de contraste ou le scanner, là, j'ai fait beaucoup d'enjeux scanner pour des femmes enceintes, mais après, il n'y avait aucune complication. D'asile normal avec des enfants bien et tout. OK? Mais c'est toujours utile que la décision revient au médecin traitant en pesant le pour et le contre. Est-ce qu'il y a vraiment un risque ou là? OK? Alors, vous pouvez répéter les signes radiologiques de choc hypovolimique. Le choc hypovolimique, on a l'aorte abdominale qui va diminuer de calibre. OK? 20 cave inférieure qui est plate, elle s'aplatit parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang. Il y a une perte importante de sang. On aura l'aorte qui va diminuer de calibre. Elle diminue de calibre. Logiquement, parce qu'on a un volume qui est réduit. Du coup, il y a le spasme. OK? Le spasme parce que chauffez, le volume est d'un ou le calibre de l'aorte est normal. Il n'y aura pas beaucoup de sang qui va arriver aux organes. C'est pour assurer un flux continu les organes. C'est pour ça qu'elle diminue de calibre. Du coup, l'aorte diminue de calibre, la veine cave plate, on a un rehaussement des glandes surrénaliennes, un défaut de rehaussement de la paroi des intestins grêle. Où est-ce qu'il y a un dernier? De toute façon, je vais vous envoyer le cours à votre coordinatrice. Vous pouvez répéter, docteur, pour le pacemaker, le dernière génération, est-ce qu'il reste une contre-indication à l'IRM? Bon, je vais vous dire. On a qui dit une IRM, par exemple, une IRM, n'importe quelle IRM. OK. Généralement, les pacemakers de l'ancienne génération, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a deux problèmes majeurs à l'IRM par rapport au pacemaker. Premièrement, c'est par rapport au rayonnement ionisant, c'est les rayons magnétiques qui vont interférer avec le pacemaker où il va chauffer. Il va chauffer ou à l'intérieur du cœur, c'est pas vraiment très sympa. Deuxième problème, c'est la désactivation du pacemaker. Les deux problèmes qu'on a rencontrés à l'IRM, mais jadis, avant. Mais avec les pacemakers de première génération, ils sont normalement, compatibles avec l'IRM. OK? Mais les pacemakers, les pochettes, les notices, soit ils sont compatibles avec l'IRM ou non. C'est selon le constructeur. De rien. قالوا لي merci de rien. ربي يوفقكم وان شاء الله يجيكم لو تيست فاسيل واللي طاح عندي نعاونوا اللي نعسوا انا نعاونوا تفاصيل نخليكم تكوبيو وما تقلقوش روحتكم ولو برك دي ميدسان غير لا سال تاعي برك دكتور. خلاص هيا اوكي خلاص انا اللي طاح عندي نعاونوا نخليه يكوبي بصح تكوبيو بالعقل ما تبداوش ديرونا في هكذا نفضح فيه روحي دوك يحاوزوني كاع من لافاك هيا حشموا شويه. Merci beaucoup docteur. De rien et bon courage. Il faut être calme surtout. Il ne faut pas paniquer. Inch'Allah. Il ne faut pas se faire avec le stress négatif. OK. Inch'Allah. Voilà. هذه هي. يعطيك الصحة. Bon courage. Merci صحة. Bonne nuit.